Bonjour la famille, tente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à appuyer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le foyer des Hall n'avait jamais été chaleureux, mais il avait au moins été stable. Jusqu'à ce que Béatrice Hall décide que son beau-fils André, âgé de 14 ans, n'avait plus sa place dans leur maison. Kennedy Hall, le père d'André et mari de Béatrice depuis 2 ans, était en voyage d'affaires crucial qui pourrait faire ou défaire sa carrière. Il n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait à la maison. André était un garçon tranquille et introspectif qui ne s'était jamais vraiment remis de la perte de sa mère emportée par le cancer il y a 3 ans. Béatrice, avec sa voix forte et sa personnalité autoritaire, était son exact opposé. Dès le jour où elle s'était installée, il y avait eu des tensions. Elle trouvait le calme d'André inquiétant, l'interprétant comme de l'impolitesse ou de la défiance. André, à son tour, se repliait davantage sur lui-même, manquant la douce présence de sa mère un peu plus chaque jour. Kennedy, pris entre son fils et sa nouvelle femme, faisait de son mieux pour maintenir la paix, mais ses longues heures de travail et ses fréquents voyages d'affaires laissaient André et Béatrice gérer seuls leurs relations difficiles. Il se persuadait que le temps arrangerait les choses, que Béatrice finirait par s'adoucir envers André et qu'André finirait par accepter Béatrice comme faisant partie de la famille. Comme il s'était trompé. Alors que Kennedy montait à bord de son vol pour une conférence d'une semaine à Tokyo, il n'avait aucune idée de la crise qui allait se dérouler en son absence. Sa dernière image de la maison était le sourire éclatant de Béatrice et le signe de la main hésitant d'André depuis l'entrée. S'il avait seulement regardé de plus près, il aurait pu voir les nuages d'orage s'amonceler dans les yeux de Béatrice et la peur et la résignation dans les épaules affaissées d'André. Mais il ne l'a pas fait. Et ainsi, alors que son avion décollait, Kennedy Hall laissa son fils à la merci d'une femme qui avait atteint la fin de sa patience, une femme qui était sur le point de prendre une décision qui briserait leur famille pour toujours. Le premier jour après le départ de Kennedy se passa dans un silence tendu. Béatrice s'affairait aux tâches ménagères, ignorant ostensiblement André alors qu'il se déplaçait tranquillement dans la maison. André, sentant la tension accrue, essayait de se rendre aussi invisible que possible, se retirant dans sa chambre après l'école et n'en sortant que pour les repas. Ce fut au dîner du 2e jour que la poudrière explosa enfin. André, perdu dans ses pensées, renversa accidentellement son verre d'eau. Alors qu'il se répandait sur la table, trempant la nappe et coulant sur les genoux de Béatrice, sa patience céda. « Espèce de garçon maladroit et inutile » hurla-t-elle, sautant de sa chaise. « Regarde ce que tu as fait. Tu ne peux rien faire correctement. » André balbutia des excuses, cherchant des serviettes pour éponger le déversement, mais Béatrice était au-delà de la raison. Des années de ressentiment jaillirent dans un torrent de mots cruels. « J'en ai assez de ça. Assez de marcher sur des œufs autour de toi. Assez de tes lamentations et de tes silences boudeurs. Tu n'es plus un enfant, André. Il est temps que tu grandisses et que tu arrêtes d'agir comme si le monde te devait quelque chose. Juste parce que ta mère est morte. » André recula comme s'il avait été giflé, les larmes montant à ses yeux. Mais Béatrice n'avait pas terminé. « Oh, voilà encore les larmes. Pleurer ne la ramènera pas, tu sais. Il est temps que tu acceptes ça et que tu arrêtes de rendre tout le monde autour de toi misérable. J'en ai marre de ton attitude, de nettoyer tes bêtises. C'est fini. » Elle sortit en trombe de la salle à manger, laissant André figé sous le choc. Il l'entendait piétiner à l'étage, des tiroirs claquant et des portes de placard tapant. Quand elle revint, elle portait un sac de sport, qu'elle jeta aux pieds d'André. « Fais tes affaires, dit-elle, sa voix froide. Je veux que tu sortes de cette maison. » André la fixa, incrédule. « Quoi? Mais où suis-je censé aller ?» Béatrice haussa les épaules et plissa les yeux. « Ce n'est pas mon problème. Ton père t'a trop couvé. Il est temps que tu apprennes comment fonctionne le vrai monde. Fais tes affaires et sors. Maintenant. » hurla-t-elle, tremblant. André fit ce qu'on lui disait. Il fourra des vêtements dans le sac avec son chargeur de téléphone et une photo encadrée de sa mère. Alors qu'il fermait la fermeture éclair du sac, la réalité commença à s'installer. « S'il te plaît, supplia-t-il. Ne fais pas ça. Je suis désolé pour l'eau. Je serai meilleur, je promets. » Mais Béatrice resta impassible.
Elle attrapa André par le bras et le conduisit à la porte d'entrée. « J'ai pris ma décision. Tu n'es plus le bienvenu ici. » Sur ce, elle poussa André sur le perron et claqua la porte derrière lui. André resta là, sac à la main, incapable de croire ce qui venait de se passer. Il frappa à la porte, appelant Béatrice, la suppliant de le laisser rentrer. Mais il n'y eut aucune réponse. La maison resta sombre et silencieuse. Alors que la nuit tombait, André réalisa qu'il n'avait nulle part où aller. Ses quelques amis habitaient trop loin pour y aller à pied, et il était trop honteux pour les appeler de toute façon. Comment pourrait-il expliquer cela? Sans argent pour un bus ou un taxi, il se retrouva aéré dans les rues, perdu et seul. Il finit dans un petit parc, se recroquevillant sur un banc alors que la température chutait, serrant son sac contre sa poitrine. André laissa enfin ses larmes couler, pleurant pour sa mère perdue, pour son père absent, et pour la maison qui lui avait été retirée. Alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, sa dernière pensée fut un souhait désespéré que son père rentre à la maison et arrange tout à nouveau. Le lendemain matin, André se réveilla raide et frigorifié sur le banc du parc. Pendant un instant, il fut désorienté, ne comprenant pas pourquoi il n'était pas dans son lit. Puis les souvenirs de la nuit précédente affluèrent, et avec eux, une nouvelle vague de désespoir. Il fouilla dans son sac, espérant y trouver de l'argent ou de la nourriture, mais il n'y avait rien. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait pas mangé depuis ce dîner fatidique. Sans autre option, André commença à marcher, espérant trouver un endroit où il pourrait se réchauffer et peut-être trouver quelque chose à manger. Alors qu'il errait dans les rues, André se sentait invisible. Les gens se pressaient, absorbés par leur propre vie, ne jetant pas un regard au jeune homme échevelé. Il se retrouva devant son école mais ne put se résoudre à entrer. Comment expliquer sa situation? Et s'ils appelaient Béatrice? Dans l'après-midi, la faim et la soif occupaient toutes ses pensées. Il aperçut une fontaine d'eau dans un autre parc et but goulûment à satiété. Pour manger, il récupéra des sandwichs à moitié mangés et des fruits abîmés. Alors que la nuit tombait à nouveau, la réalité de sa situation s'imposa véritablement. Il était sans abri. La pensée apporta une nouvelle série de larmes. Sa chambre lui manquait, son lit, même le silence tendu de la maison. Par-dessus tout, son père lui manquait. Pourquoi n'avait-il pas appelé? Sûrement Béatrice lui avait dit ce qui s'était passé. Mais le téléphone d'André restait silencieux. Soit Béatrice n'avait pas prévenu son père, soit, pire, son père ne s'en souciait pas. La pensée était trop douloureuse à supporter. Trouvant un endroit isolé derrière des buissons dans le parc, André se recroquevilla, son sac lui servant d'oreiller. Il grelotta dans l'air frais de la nuit, souhaitant la chaleur et la sécurité de la maison. Alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, il se demanda combien de temps il pourrait survivre ainsi et pria, pour la première fois depuis des années, pour que quelqu'un, n'importe qui, vienne le sauver de ce cauchemar. Kennedy Hall était assis dans sa chambre d'hôtel à Tokyo, fixant son téléphone, incrédule. Il venait de finir un appel avec sa voisine, Madame Anderson, et son monde avait été bouleversé. « Je suis désolé de vous déranger, Monsieur Hall », avait dit Madame Anderson, sa voix pleine d'inquiétude, « mais je pensais que vous deviez savoir. J'ai vu André quitter la maison il y a 2 nuits avec un sac. Il avait l'air contrarié. Je ne l'ai pas revu depuis, et quand j'ai demandé à Béatrice, elle a juste dit qu'il restait chez des amis. Quelque chose ne me semble pas normal. » L'esprit de Kennedy s'emballe. André qui restait chez des amis sans lui en parler n'avait aucun sens. Il a immédiatement essayé d'appeler la maison, mais Béatrice n'a pas répondu. Il a ensuite essayé le téléphone portable d'André, mais cela a directement basculé sur la messagerie vocale. Un sentiment de terreur a commencé à monter au creux de son estomac. Il a rappelé Béatrice encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, elle réponde, « Kennedy, qu'est-ce qui ne va pas? Il est minuit ici. » Béatrice, où est André, a exigé Kennedy, sans prendre la peine de dire bonjour. Il y a eu un silence, trop long pour être innocent. Il reste chez des amis, a dit Béatrice, sa voix délibérément neutre. Il était difficile, alors j'ai pensé qu'un peu de temps loin de nous ferait du bien. Quels amis, Béatrice? Pourquoi personne ne m'a parlé de cela? Un autre silence. Je ne sais pas quel ami. Il est parti en furie. J'ai supposé qu'il t'appellerait. Kennedy sentit sa colère monter.
Tu as laissé mon fils de 14 ans quitter la maison pour rester avec je ne sais qui, et tu n'as pas pensé à me le dire? Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Le calme de Béatrice a finalement craqué. Il est impossible, Kennedy. Toujours à traîner, à faire des bêtises, à être irrespectueux. Je n'en pouvais plus. Je lui ai dit de partir, de grandir un peu. Il reviendra quand il sera prêt à se comporter. Kennedy se sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tu as fait quoi? A-t-il murmuré, sa voix mortellement calme. Tu as mis mon fils dehors de sa propre maison. Notre maison, a corrigé Béatrice, mais sa voix était petite. Kennedy, tu ne comprends pas ce que ça a été. Mais Kennedy n'écoutait plus. Je rentre à la maison, a-t-il dit, en la coupant. Et Béatrice, tu ferais bien de prier pour que nous retrouvions André sain et sauf, sinon, que Dieu me soit témoin. Il a raccroché sans attendre de réponse, et a immédiatement commencé à faire ses bagages. Ses mains tremblaient alors qu'il jetait des vêtements en désordre dans sa valise. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-il pu être si aveugle au problème à la maison? Alors qu'il se précipitait à l'aéroport, l'esprit de Kennedy était rempli d'images terribles d'André seul dans la rue, son fils, son garçon, qui avait déjà tant perdu, maintenant abandonné par les personnes qui étaient censées le protéger. Kennedy a réussi à prendre le premier vol disponible pour les États-Unis, mais le voyage a semblé sans fin. Chaque minute qui passait était une minute de plus où André était seul et vulnérable. Il alternait entre une culpabilité écrasante et une colère fulgurante. Culpabilité d'avoir si complètement échoué son fils, et colère contre Béatrice pour sa cruauté, et contre lui-même pour sa négligence. Alors que l'avion atterrissait enfin, Kennedy fit un vœu solennel. Il retrouverait André, le ramènerait à la maison et arrangerait les choses. Coûte que coûte, il reconstruirait sa famille et serait le père dont André avait besoin. Et Béatrice? Eh bien, il s'occuperait d'elle plus tard. Pour l'instant, tout ce qui importait était de retrouver son fils. Kennedy fit irruption par la porte d'entrée de sa maison, son visage un orage d'émotion. Béatrice, qui arpentait nerveusement le salon, sursauta à son entrée soudaine. Kennedy, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. Où est-il? Kennedy la coupa, sa voix basse et dangereuse. Où est mon fils, Béatrice? Béatrice se tordit les mains, sa bravade précédente s'évaporant face à la colère de son mari. Je ne sais pas. Il est parti, Kennedy. Je te l'ai dit au téléphone. Tu m'as dit qu'il restait chez des amis, cracha Kennedy. Mais maintenant j'apprends que tu l'as mis dehors, jeté un garçon de 14 ans dans la rue. À quoi pensais-tu? Il était impossible à vivre, cria Béatrice, sa propre colère s'enflammant, toujours à traîner, à faire des bêtises, à ne jamais parler. Je n'en pouvais plus. Je pensais qu'il irait chez un ami ou qu'il t'appellerait. Je ne pensais pas. Non, tu n'as pas pensé, interrompit Kennedy. Tu n'as pas pensé à sa sécurité ni à son bien-être. Tu n'as pas pensé au fait qu'il est un enfant qui a perdu sa mère. Tu n'as pensé qu'à toi. Béatrice tressaillit à ces mots, les larmes montant à ses yeux. Ce n'est pas juste, Kennedy. Tu ne sais pas ce que ça a été de vivre avec sa tristesse constante, de se sentir comme une intruse dans ma propre maison. Tu n'es jamais là. Tu m'as laissé gérer tout ça toute seule. Kennedy passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Alors tu punis André pour mes échecs? C'est un enfant, Béatrice, un enfant en deuil, souffrant, et tu l'as jeté comme s'il n'était rien. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura Béatrice, s'effondrant sur le canapé. J'étais juste tellement en colère. Je pensais qu'il reviendrait après quelques heures ou appellerait l'un de nous. Je n'ai jamais voulu qu'il soit seul dehors. Kennedy regarda sa femme, la voyant clairement pour la première fois. La femme qu'il avait épousée, qui selon lui serait une belle-mère aimante pour son fils, lui sembla soudain petite et égoïste. Il ressentit une profonde tristesse, réalisant que sa famille avait été brisée bien avant cet incident. Je vais retrouver mon fils, dit Kennedy, sa voix ferme. Et quand je le ferai, nous reviendrons ici. C'est sa maison, Béatrice. Si tu ne peux pas accepter ça, si tu ne peux pas trouver dans ton cœur de l'aimer comme je l'aime, alors c'est toi qui dois partir. Pas André. Jamais André. Béatrice leva les yeux, le choc écrit sur son visage.
Tu le choisis lui plutôt que moi. Ta propre femme? C'est mon fils, dit simplement Kennedy. Il passera toujours en premier. Je suis désolé si j'ai jamais donné l'impression du contraire. C'est de ma faute. Mais ce que tu as fait, Béatrice, je ne sais pas si je pourrais le pardonner. Avec ces mots suspendus dans l'air, Kennedy se retourna et sortit par la porte, laissant Béatrice seule avec ses pensées et ses regrets. Alors qu'il montait dans sa voiture pour commencer la recherche d'André, Kennedy ressentit un mélange de détermination et de peur. Il n'avait aucune idée par où commencer à chercher, mais il savait qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé son garçon et qu'il ne l'aurait pas ramené à la maison. La confrontation avec Béatrice lui avait éclairci l'esprit. Quoi qu'il arrive ensuite, quel que soit l'état dans lequel il trouverait André, Kennedy savait que les choses devraient changer. Il avait déjà échoué son fils une fois. Il ne l'échouerait plus. Kennedy conduisit dans les rues assombrissantes, ses yeux scrutant chaque coin, chaque ruelle, cherchant le moindre signe d'André. Il commença par les endroits évidents. L'école d'André, le parc local où il jouait au basket, la bibliothèque où il étudiait souvent. Mais il n'y avait aucune trace de son fils dans aucun de ces lieux familiers. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Kennedy élargit sa recherche, conduisant dans des quartiers qu'il n'avait jamais visités auparavant, jetant un coup d'œil dans l'ombre des passages souterrains et des bâtiments abandonnés. Les images d'André seul et effrayé l'aiguillonnaient, malgré son épuisement. Il s'arrêta dans des refuges pour sans-abri, montrant la photo d'André au personnel et aux résidents. Certains étaient compréhensifs, promettant de garder l'œil ouvert, mais personne n'avait vu le garçon. Kennedy laissait son numéro partout où il allait, espérant contre toute attente que quelqu'un l'appellerait avec des informations. À un moment donné, il crut apercevoir une silhouette qui ressemblait à André recroquevillé dans une entrée. Son cœur bondit alors qu'il gara rapidement la voiture et courut vers l'endroit, pour trouver un autre adolescent sans abri qui le regarda avec des yeux méfiants. Kennedy donna de l'argent au garçon pour qu'il mange, le cœur lourd de la réalisation que cela pourrait être le sort d'André s'il ne le trouvait pas bientôt. À l'aube, Kennedy se retrouva dans une partie délabrée de la ville qu'il reconnaissait à peine. Il était sur le point de faire demi-tour quand il aperçut un petit parc niché entre deux bâtiments décrépits. Quelque chose le fit arrêter la voiture et sortir. Le parc n'était guère plus qu'une parcelle d'herbe maigre avec une balançoire rouillée et quelques bancs. Alors que Kennedy traversait, ses pas craquant sur l'herbe couverte de givre, il entendit un doux son venant de derrière un groupe de buissons envahis. Le cœur battant, Kennedy se fraya un chemin à travers les branches. Là, recroquevillé sur le sol froid, se trouvait André. Le visage de son fils était pâle et tiré, ses vêtements sales et froissés. Il grelottait dans son sommeil, serrant son sac de sport comme une bouée de sauvetage. André, souffla Kennedy, tombant à genoux à côté du garçon. Oh, André, papa est là. Au son de la voix de son père, André s'agita. Ses yeux s'ouvrirent lentement, la confusion faisant place à l'incrédulité puis à une marée d'émotions. Papa. Sa voix se brisa, rauque par le froid et l'inutilisation. Kennedy serra son fils dans ses bras, le tenant fort tandis qu'André commençait à sangloter. Je suis désolé, pleura le garçon, ses mots étouffés contre la poitrine de son père. Je suis désolé. S'il te plaît, ne me renvoie plus jamais. Je serai meilleur, je promets. Kennedy sentit ses propres larmes couler en caressant les cheveux d'André. Non, mon fils, c'est moi qui suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu rentres à la maison maintenant. Je ne te laisserai plus jamais partir. Il aida André à se lever, soutenant le poids du garçon alors qu'il retournait à la voiture. Alors qu'il installait André sur le siège passager, l'enveloppant dans une couverture qu'il gardait dans le coffre, Kennedy sentit une féroce protectivité l'envahir. Il avait failli perdre son fils, non seulement dans les rues, mais aussi à cause de sa propre négligence et de la cruauté de Béatrice. En démarrant la voiture, Kennedy fit un vœu silencieux de ne plus jamais laisser André tomber. Le trajet du retour fut silencieux, ponctué seulement par les reniflements occasionnels d'André et le bourdonnement du chauffage de la voiture qui tournait à plein régime. Kennedy jetait des coups d'œil à son fils, se rassurant qu'André était bien là, en sécurité à ses côtés. Le garçon semblait petit et fragile, recroquevillé sous la couverture, les yeux cernés de rouge et hantés. Alors qu'ils approchaient de leur quartier, Kennedy se racla la gorge. « André, dit-il doucement, nous devons parler de ce qui s'est passé. Mais d'abord, je veux que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute.
Tu comprends? André hocha légèrement la tête mais ne parla pas. Kennedy continua, ce que Béatrice a fait était mal. Terriblement, impardonnablement mal. Je veux que tu saches que tu n'auras plus jamais à quitter ta maison. Jamais. À cela, André se tourna pour regarder son père, la peur ouverte luttant dans ses yeux. Mais Béatrice a dit. Béatrice avait tort, dit fermement Kennedy. C'est ta maison, André. Tu appartiens ici avec moi. Ils arrivèrent dans l'allée et Kennedy vit André se crisper à la vue de la maison. C'est bon, rassura-t-il son fils. Tu n'as plus à avoir peur. Je suis là maintenant. Alors qu'il marchait vers la porte d'entrée, elle s'ouvrit pour révéler Béatrice. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, ses cheveux ébouriffés et ses yeux gonflés par les pleurs. Quand elle vit André, elle haleta, « Oh, Dieu merci », souffla-t-elle, s'avançant. Mais Kennedy passa un bras protecteur autour d'André, arrêtant Béatrice. « Pas maintenant », dit Kennedy, sa voix basse mais ferme. « André a besoin de repos et de soins. Nous parlerons plus tard. » Il guida André devant Béatrice et monta à l'étage jusqu'à la chambre du garçon. André s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant autour de lui comme s'il la voyait pour la première fois. « C'est toujours là », murmura-t-il. « Ma chambre, c'est toujours là. » Le cœur de Kennedy se brisa un peu plus. « Bien sûr que si, mon fils. C'est ta maison, ça le sera toujours. » Il aida André à se laver et à mettre des vêtements propres, puis le borda dans son lit. Alors qu'il se tournait pour partir, la main d'André se tendit, attrapant son poignet. « Ne pars pas, supplia-t-il, sa voix petite et effrayée. S'il te plaît, ne me quitte plus jamais. » Kennedy n'hésita pas. Il retira ses chaussures et s'allongea à côté de son fils, le serrant contre lui. « Je ne vais nulle part, André. Je promets. Je suis juste ici. » Tandis qu'André s'endormait, épuisé par son épreuve, Kennedy resta éveillé, l'esprit en ébullition. Il savait que des conversations et des décisions difficiles l'attendaient, mais pour l'instant, tout ce qui importait était que son fils soit en sécurité et à la maison. En bas, Béatrice arpentait nerveusement la pièce, attendant que Kennedy descende. Quand il le fit finalement, des heures plus tard, son visage était marqué de lignes dures. « Kennedy » commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter. « Je ne veux pas l'entendre, Béatrice. Ni maintenant, peut-être jamais. Ce que tu as fait, je n'ai même pas de mots pour ça. » Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'étais juste tellement frustrée, et tu t'en es pris à un enfant. » Interrompit Kennedy. « Mon enfant, un garçon qui a déjà tant perdu. As-tu la moindre idée de ce qui aurait pu lui arriver là-dehors ?» Béatrice s'affaissa sur le canapé, le visage entre les mains. « Que puis-je faire » demanda-t-elle, la voix étouffée. « Comment puis-je réparer ça ?» Kennedy soupira lourdement, ressentant soudain chaque heure des nuits blanches d'inquiétude. « Je ne sais pas si tu peux, Béatrice. En ce moment, la seule chose qui compte est le bien-être d'André, et je ne suis pas sûr que ta présence ici soit bonne pour lui. » La tête de Béatrice se redressa d'un coup, ses yeux écarquillés de choc. « Qu'est-ce que tu dis ? » Je dis que je pense que tu devrais partir, Béatrice, au moins pour l'instant. André a besoin de se sentir en sécurité dans sa propre maison, et en ce moment, ce n'est pas possible avec toi ici. Tu le choisis lui plutôt que moi. A demandé Béatrice, sa voix s'élevant. Après tout ce que nous avons traversé. Kennedy la regarda vraiment, et ressentit une profonde tristesse. C'est mon fils, Béatrice. Il passera toujours en premier. Je pensais que tu avais compris cela quand nous nous sommes mariés. Je suis désolé si je n'ai pas été assez clair. Béatrice se leva, la colère et la douleur se lisant sur son visage. Alors c'est tout ? Tu me mets dehors, juste comme ça ? Non. A dit Kennedy doucement. Je te demande de partir, pour le bien d'André et pour le nôtre. Nous avons tous besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé et décider où nous allons à partir d'ici. Mais en ce moment, ma priorité est mon fils. Béatrice le fixa longuement, puis hocha la tête avec raideur. Bien, je vais faire mes bagages, mais ce n'est pas fini, Kennedy. Tu dois y penser.
Alors qu'elle montait à l'étage, Kennedy s'affaissa dans une chaise, sentant le poids des derniers jours s'abattre sur lui. Il savait que la route à venir serait difficile. Reconstruire sa relation avec André, gérer les conséquences des actions de Béatrice, peut-être même mettre fin à son mariage, tout cela était accablant. Mais alors qu'il entendait la respiration douce d'André à l'étage, Kennedy ressentit un sentiment de détermination renouvelé. Son fils avait besoin de lui, et cette fois, il n'échouerait pas. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Les jours qui suivirent furent une danse délicate de guérison et de confrontation. Béatrice étant partie, logeant dans un hôtel voisin, la maison semblait à la fois plus vide et plus paisible. André commença lentement à se détendre, ne tressaillant plus au petit bruit et ne regardant plus constamment par-dessus son épaule. Kennedy prit congé de son travail, se consacrant à aider André à se remettre de son épreuve. Ils passèrent de longues heures à parler, Kennedy écoutant enfin toute l'étendue de la tension et du malheur qui s'était accumulé dans la maison. Il écouta le cœur lourd André décrire se sentir malvenu et mal aimé dans sa propre maison, subissant les critiques constantes et l'indifférence froide de Béatrice. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Kennedy, la voix chargée d'émotion. André haussa les épaules, baissant les yeux sur ses mains. « Je ne voulais pas causer de problème, et j'avais peur que tu prennes son parti, que tu penses que c'était moi le problème. » Kennedy serra son fils dans une étreinte forte. « Jamais, dit-il férocement. Tu n'as jamais été le problème, André. Je suis tellement désolé de t'avoir fait sentir que tu ne pouvais pas venir me voir. Ça s'arrête maintenant, d'accord? Plus de secrets entre nous. » Alors qu'André commençait à guérir, Kennedy savait qu'il ne pourrait pas éviter éternellement la situation avec Béatrice. Une semaine après le retour d'André, il s'assit avec son fils pour une conversation difficile. « André, » commença-t-il doucement. « Nous devons parler de Béatrice, de ce qui va se passer ensuite. » André se crispa immédiatement, la peur brillant dans ses yeux. Kennedy poursuivit rapidement, « Rien ne se passera avec lequel tu n'es pas à l'aise. Tu passes avant tout, toujours. Nous devons décider comment aller de l'avant. » André fut silencieux pendant un long moment. Puis, d'une petite voix, il demanda, « L'aimes-tu toujours ?» Kennedy soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est compliqué, André. Je tiens à Béatrice, mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas quelque chose que je peux facilement pardonner, et mon amour pour toi passera toujours en premier. » André hocha la tête, semblant rassembler son courage. « Je ne veux pas qu'elle revienne, » dit-il finalement. « Je sais que c'est ta femme, mais je ne me sens pas en sécurité avec elle ici. Je suis désolé, papa. » Kennedy ressentit un mélange de soulagement et de tristesse aux mots de son fils. « Tu n'as pas à être désolé, André. Tes sentiments sont tout à fait valides. Si tu n'es pas à l'aise avec la présence de Béatrice ici, alors elle ne sera pas ici. C'est aussi simple que cela. » Le lendemain, Kennedy rencontra Béatrice dans un lieu neutre, un café tranquille en ville. La tension entre eux était palpable alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, deux personnes qui avaient autrefois juré de passer leur vie ensemble, se sentant maintenant comme des étrangers. « Comment va André ?» demanda Béatrice, rompant le silence. « Il va mieux, » répondit Kennedy. « Ça prendra du temps, mais il est résilient. » Béatrice hocha la tête et prit une profonde inspiration. « Kennedy, je sais que ce que j'ai fait était terrible. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, et je réalise maintenant à quel point j'avais tort. Y a-t-il un moyen de passer au-dessus de cela? Pouvons-nous essayer d'être à nouveau une famille? » Kennedy la regarda, voyant l'espoir et le regret dans ses yeux. Mais il se souvint aussi de la peur d'André, de la douleur dans la voix de son fils lorsqu'il disait qu'il ne se sentait pas en sécurité avec Béatrice. « Je suis désolé, Béatrice. » dit-il doucement, mais non. Ce qui s'est passé n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement laisser derrière nous. André ne se sent pas en sécurité avec toi dans la maison, et honnêtement, je ne te fais plus confiance avec lui. Le visage de Béatrice se froissa. « Alors c'est tout? Notre mariage est terminé? » Kennedy hocha lentement la tête. « Je pense que ça doit l'être pour le bien d'André. Nous avons essayé, Béatrice, mais nous voulons des choses différentes. Tu n'as jamais complètement accepté André comme faisant partie de ta vie, et je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas aimer mon fils. » Les larmes roulaient sur les joues de Béatrice, mais elle ne discuta pas. Au fond, elle savait que cela allait arriver.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle. Je vais demander à mon avocat de préparer les papiers de divorce, dit-il. Nous allons faire cela le plus à l'amiable possible. Tu peux prendre tout ce que tu as apporté dans le mariage, et nous partagerons ce que nous avons acquis ensemble, mais la maison reste avec moi et André. Béatrice essuya ses yeux et hocha la tête. Je comprends. Pour ce que ça vaut, Kennedy, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Alors qu'ils se séparaient, Kennedy sentit un poids se soulever de ses épaules. La route à venir ne serait pas facile, mais il savait qu'il avait pris la bonne décision. Sa famille serait peut-être plus petite maintenant, mais elle serait plus forte. Quand il rentra à la maison, il trouva André attendant avec anxiété. « Est-ce qu'elle revient ?» demanda le garçon, sa voix tremblant légèrement. Kennedy s'assit à côté de son fils, lui passant un bras autour de lui. « Non, elle ne revient pas. Il n'y aura que toi et moi désormais, mon vieux. Est-ce que ça va ?» André se blottit dans l'étreinte de son père, le soulagement évident dans chaque ligne de son corps. « Oui, papa, c'est plus que bien. » Alors qu'ils étaient assis là ensemble, Kennedy savait qu'ils avaient beaucoup de guérison à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient optimistes quant à leur avenir. Ils formaient une famille. Petite, un peu meurtrie, mais incassable. Ensemble, ça irait. Les semaines qui suivirent furent une période de guérison et de redécouverte pour Kennedy et André. Béatrice étant partie et les procédures de divorce étant en cours, ils se concentrèrent sur la reconstruction de leur relation et la création d'une nouvelle normalité pour leur petite famille. Kennedy fit appel à un thérapeute pour André, reconnaissant que le traumatisme d'avoir été mis dehors et de vivre dans la rue n'était pas quelque chose qu'il pouvait surmonter seul. Initialement réticent, André trouva rapidement du réconfort à parler à une tierce personne neutre de ses sentiments. À la maison, Kennedy fit un effort concerté pour être plus présent et attentif. Il réduisit ses heures de travail, s'assurant d'être à la maison pour le dîner chaque soir. Ils commencèrent une nouvelle tradition de cuisiner ensemble, quelque chose qui avait été négligé ces dernières années. Ces simples actes domestiques devinrent une forme de thérapie en eux-mêmes, permettant au père et au fils de renouer. En coupant des légumes et en remuant des casseroles, André commença lentement à sortir de sa coquille. La peur et l'anxiété constante qui avaient marqué son comportement les premiers jours après son retour s'estompèrent progressivement. Il commença à sourire davantage, même à rire des blagues, il faut bien l'admettre, terribles de son père. Kennedy chérissait ces moments, chacun étant une petite victoire dans leur parcours de guérison. Ils travaillèrent aussi à créer de nouveaux souvenirs pour remplacer les douloureux. Chaque week-end, ils partaient pour ce qu'André appelait en plaisantant leur journée d'aventure. Parfois, cela signifiait faire de la randonnée dans un parc d'État voisin. D'autres fois, il s'agissait d'explorer un nouveau quartier de la ville ou d'essayer un restaurant original. Ces sorties devinrent un moment précieux pour eux deux, une occasion de tisser des liens et simplement de profiter de la compagnie de l'autre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé en regardant un film, André se tourna soudain vers son père. « Papa, dit-il avec hésitation, je veux que tu saches que je ne te blâme pas pour ce qui s'est passé avec Béatrice. Je veux dire, ce n'était pas ta faute. » Kennedy mit le film en pause et se tourna vers son fils. « Merci de dire cela, André, mais j'ai une certaine responsabilité. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'aurais dû mieux te protéger. » André secoua la tête. « Tu ne pouvais pas savoir. Je ne t'ai pas dit à quel point les choses étaient difficiles. Je pensais pouvoir m'en sortir seul. » Kennedy serra son fils dans ses bras. « Tu n'as plus à t'en sortir seul, d'accord ? Nous sommes une équipe, toi et moi, quoi qu'il arrive. » Alors qu'André le serrait en retour, Kennedy ressentit une vague d'amour et de fierté pour son fils. Malgré tout ce qu'il avait traversé, André avait trouvé la force de pardonner et d'aller de l'avant. C'était une résilience que Kennedy espérait imiter. Le chemin de la guérison ne fut pas toujours facile. Il y avait encore des nuits où André se réveillait en panique, oubliant momentanément qu'il était en sécurité à la maison. Kennedy s'asseyait avec lui, le rassurant jusqu'à ce qu'il se calme. Et il y avait des jours où le poids de tout ce qui s'était passé s'abattait sur Kennedy, le laissant se sentir coupable et accablé. Mais malgré tout, ils se sont soutenus mutuellement. Ils apprenaient à mieux communiquer, à s'appuyer l'un sur l'autre en cas de besoin. Lentement mais sûrement, ils guérissaient, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille.
Alors que le printemps laissait place à l'été, Kennedy remarqua une légèreté chez André qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son fils riait davantage, s'impliquait davantage avec ses amis, retrouvait de l'intérêt pour ses loisirs. En regardant André jouer au basket dans l'allée un après-midi, Kennedy ressentit un profond sentiment de gratitude. Ils avaient traversé la tempête ensemble et en étaient ressortis plus forts. Leur famille était peut-être plus petite maintenant, mais elle était remplie de plus d'amour et de compréhension que jamais auparavant. Et pour Kennedy et André, c'était plus que suffisant. Dans le cadre de leur processus de guérison, Kennedy et André commencèrent à assister ensemble à des séances de thérapie familiale. Ce fut une étape difficile mais nécessaire pour aborder les problèmes profondément enracinés qui avaient conduit à leur crise familiale. Lors de ces séances, ils apprirent à communiquer plus efficacement, à exprimer leurs sentiments sans crainte d'être jugés. André trouva le courage d'exprimer ses insécurités de longue date, sa peur de l'abandon, qui avait été aggravée par les actions de Béatrice. Kennedy, à son tour, s'ouvrit sur ses propres luttes, la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir été là pour André après la mort de sa mère, la pression qu'il s'était imposée pour être le père et le pourvoyeur parfait. Leur thérapeute, le docteur Annabelle, les aida à développer des stratégies d'adaptation et à établir des limites saines. Elle souligna l'importance du dialogue ouvert et du temps de qualité passé ensemble. Sous sa direction, Kennedy et André créèrent une charte familiale, un ensemble de règles et d'engagements qu'ils acceptèrent tous deux de suivre. Cette charte incluait des promesses comme « Nous serons toujours honnêtes l'un envers l'autre, même lorsque ce sera difficile, et nous prendrons le temps de dîner en famille au moins 5 soirs par semaine. » Elle décrivait également les conséquences du non-respect de ces règles, convenues par le père et le fils. L'un des résultats les plus significatifs de ces séances fut la décision d'André de tenir un journal. Annabelle lui suggéra cela comme un moyen de traiter ses émotions et ses expériences. Initialement sceptique, André découvrit que l'écriture l'aidait à donner un sens à ses sentiments d'une manière que la conversation ne permettait parfois pas. Kennedy, de son côté, s'engagea à être plus disponible émotionnellement. Il commença à partager davantage sa propre vie et ses sentiments avec André, brisant le mur de paternité stoïque qu'il avait inconsciemment construit. Ces changements ne se produisirent pas du jour au lendemain. Il y eut des revers et des jours difficiles, mais à chaque séance et à chaque conversation honnête, ils se rapprochèrent et se renforcèrent en tant qu'unité familiale. En abordant leurs problèmes de front, Kennedy et André posaient de nouvelles bases pour leur relation. Ils apprenaient non seulement à coexister, mais à véritablement se comprendre et se soutenir mutuellement. C'était un travail difficile, mais alors qu'ils commençaient à voir des changements positifs dans leur vie quotidienne, le père et le fils savaient que chaque moment difficile en valait la peine. Alors que l'été s'estompait à l'automne, le foyer des Hall s'installa dans un nouveau rythme. Le divorce fut prononcé, apportant un sentiment de clôture à ce chapitre de leur vie. Béatrice avait déménagé dans un autre état pour un nouveau départ, et bien que la séparation ait été douloureuse, Kennedy savait que c'était pour le mieux. Les questions légales étant réglées, Kennedy et André se concentrèrent sur la consolidation des changements positifs qu'ils avaient apportés au cours des derniers mois. Leur charte familiale avait évolué, devenant un document vivant qu'ils réexaminaient et ajustaient aux besoins. Elle était accrochée en évidence dans la cuisine, un rappel quotidien de leur engagement mutuel et de leur nouvelle dynamique familiale. Un changement significatif concerna la carrière de Kennedy. Après une profonde réflexion et une discussion avec André, il décida de réduire définitivement sa charge de travail. Il négocia un rôle de consultant à temps partiel qui lui permettait d'être plus souvent à la maison tout en continuant à apporter son expertise à l'entreprise. La réduction de revenus fut compensée par le gain incommensurable de temps passé avec son fils. Ce changement ouvrit de nouvelles opportunités pour le père et le fils de se connecter. Kennedy commença à entraîner l'équipe de basket-ball d'André, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais pour lequel il n'avait jamais eu le temps auparavant. Cette expérience les rapprocha, André appréciant le dévouement de son père et Kennedy s'émerveillant des compétences croissantes et de la confiance de son fils sur le terrain. André, lui aussi, s'épanouissait. Avec le soutien de la thérapie et de sa relation renforcée avec son père, il commença à sortir de sa coquille à l'école. Il rejoignit le club de débat, découvrant une passion pour la prise de parole en public qui surprit autant lui que Kend. Ses notes s'amélioraient à l'université et de ses futures aspirations professionnelles, des discussions qui remplissaient Kennedy de fierté et d'une prise de conscience douce amère de la rapidité avec laquelle son fils grandissait. Leur maison, autrefois un lieu de tension et de ressentiment tacite, devint un havre de chaleur et de communication ouverte. Ils redécorèrent ensemble,
choisissant des couleurs et des meubles qui reflétaient leur goût partagé. Les œuvres d'art d'André, qu'il avait commencé à créer dans le cadre de sa thérapie, ornaient maintenant les murs à côté des photos de famille. La maison semblait habitée, aimée, un véritable reflet de la famille qu'il appelait leur foyer. Un changement particulièrement significatif survint dans la façon dont ils honoraient la mémoire de la mère d'André. Dans les années qui suivirent son décès, son nom était devenu presque tabou, trop douloureux à mentionner pour l'un ou l'autre. Mais en guérissant, ils trouvèrent la force de la ramener dans leur vie de manière positive. Ils créèrent un coin de souvenirs dans le salon avec des photos d'elle et de petits objets rappelant sa vie. Le jour de son anniversaire et de l'anniversaire de sa mort, ils instaurèrent la tradition de partager des histoires à son sujet, gardant sa mémoire vivante pour André et permettant à Kennedy de se souvenir des bons moments plutôt que de la seule douleur de la perte. Alors que le premier anniversaire de l'incident, comme ils avaient pris l'habitude de l'appeler, approchait, Kennedy remarqua qu'André devenait plus silencieux, plus introspectif. Inquiet, il aborda doucement le sujet un soir après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur la balançoire du porche. « Tu sembles un peu abattu ces derniers temps, » dit doucement Kennedy. « Est-ce que tout va bien ?» André resta silencieux un instant, puis dit. « J'ai pensé à cette nuit où Béatrice m'a mis dehors, » dit doucement André. Kennedy sentit une piqûre dans son cœur. « Oh, André, je suis tellement désolé. Tu veux en parler ?» André hocha lentement la tête. « Je pensais l'avoir surmonté, tu sais, mais à mesure que la date approche, j'ai toujours ces flashbacks, parfois des cauchemars. » Kennedy passa son bras autour des épaules de son fils. « C'est complètement normal, André. Le traumatisme ne disparaît pas comme ça, même quand les choses vont mieux. Mais tu sais quoi? Je suis tellement fier du chemin que tu as parcouru. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » André se blottit dans l'étreinte de son père. « Merci, papa. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Je pensais que peut-être nous pourrions faire quelque chose ce jour-là, pas pour célébrer exactement, mais pour marquer le chemin parcouru. » Kennedy sourit, touché par la résilience et la sagesse de son fils. « Je pense que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu avais en tête ?» Ils décidèrent de passer la journée à aider la communauté. Ils firent du bénévolat au refuge local pour sans-abri, et Kennedy était parfaitement conscient que, sans un coup du destin, André aurait pu se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Ils servirent des repas, trièrent les dons et passèrent du temps à parler avec les résidents. Pour André, ce fut une expérience puissante. Il se connecta avec certains des plus jeunes résidents, partageant son histoire et offrant des mots d'encouragement. Kennedy regarda avec un mélange de fierté et d'admiration son fils, qui avait traversé tant d'épreuves, trouvé la force d'aider les autres. Alors qu'il rentrait à la maison ce soir-là, fatigué mais comblé, André se tourna vers son père. « Papa, dit-il, sa voix sérieuse. Je veux que tu saches, je vais bien. Vraiment bien. Ce qui s'est passé était terrible, mais regarde-nous maintenant. Nous sommes plus forts que jamais. » Kennedy sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, nous le sommes, n'est-ce pas? Je suis tellement fier de toi, André, et je suis reconnaissant chaque jour d'être ton père. » Cette nuit-là, alors que Kennedy était allongé dans son lit et réfléchissait à la journée, il ressentit un profond sentiment de paix. L'année écoulée avait été un voyage de douleur, de croissance et, finalement, de rédemption. Ils avaient affronté leurs moments les plus sombres et en étaient sortis plus forts, leur lien incassable. Il pensa aux changements qu'ils avaient apportés dans leur maison, dans leurs relations, en eux-mêmes. Rien de tout cela n'avait été facile, mais chaque défi en valait la peine. Ils avaient reconstruit leur famille, juste tous les deux, sur une base d'amour, de confiance et de respect mutuel. Alors qu'ils s'endormaient, Kennedy se sentit vraiment optimiste quant à l'avenir. Quels que soient les défis à venir, il savait que lui et André les affronteraient ensemble, leur lien renforcé par les épreuves qu'ils avaient surmontées. Ils étaient plus que juste père et fils maintenant. Ils étaient une équipe, une famille au sens le plus vrai du mot. Alors que la nouvelle année scolaire commençait, Kennedy et André se sont installés dans une routine confortable. Leur matinée était remplie de petits déjeuners partagés et de conversations légères, loin des silences tendus du passé. André partait à l'école avec une confiance qui faisait gonfler le cœur de Kennedy de fierté, tandis que Kennedy partageait son temps entre son travail de consultant et divers projets de bénévolat communautaire. Leur soirée était un mélange de sessions de devoirs, d'entraînement de basket-ball et de soirées tranquilles à la maison.
ils avaient institué une soirée cinéma hebdomadaire, choisissant à tour de rôle les films, et finissaient souvent par des discussions approfondies sur les thèmes et les personnages bien après que le générique ait défilé. La maison, autrefois un champ de bataille, était devenue un véritable foyer. Le rire résonnait dans les pièces plus souvent qu'à l'ordinaire, et les amis, tant ceux d'André que ceux de Kennedy, étaient de fréquents visiteurs. La maison des Hall était devenue connue dans le quartier comme l'endroit où aller pour des barbecues improvisés et des soirées-jeux. En regardant André interagir avec ses amis, faisant des blagues et débattant des mérites de différents jeux vidéo, il s'émerveillait de la transformation. Exit le garçon renfermé et craintif d'il y a un an. À sa place se trouvait un jeune homme confiant et empathique qui s'épanouissait. Il y avait encore des défis. André avait parfois de mauvaises journées où les souvenirs du passé refaisaient surface, et Kennedy luttait parfois avec la culpabilité de ce qui s'était passé. Mais ils affrontaient ces moments ensemble, armés des compétences de communication et de la compréhension mutuelle qu'ils avaient travaillé si dur à développer. Leur petite famille de deux s'épanouissait. Preuve qu'avec l'amour, la persévérance et la volonté de changer, même les blessures les plus profondes pouvaient guérir.